Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, nous arrivons au 37e CITREP sur le Donbass Ouais. et nous sommes le 22 avril. Alors, les bombardements ont un petit peu baissé, mais on est toujours et encore sous la menace, sous l'épée de Damoclès, on est sous la menace d'une offensive généralisée et finale des forces ukrainiennes, surtout néo-nazis d'ailleurs, Ouais, ouais, là il y a contre des le craintes Donbass. justement pour ce week-end-ci Oui, qui ont été exprimées. Bon, quand on regarde, oui, ça a baissé, mais enfin, malgré le fameux cessez-le-feu qui avait été instauré le 13 avril, ça reste quand même très élevé. oui, oui. Puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 235 reprises, donc c'était 145 de moins que la semaine passée. Mais bon, lors de ces 235 violations, ils ont quand même tiré 1445 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk, donc au but de mortiers, d'artillerie et de chars d'assaut. Ça reste en baisse, mais enfin bon, c'est pas... C'est relatif. C'est quand même pas un arrêt complet des tirs. Oui, parce qu'on est toujours en cessez-le-feu, soi-disant. Voilà, soi-disant. D'ailleurs, durant les dernières 24 heures, 39 nouvelles violations sont venues se rajouter, donc on peut pas vraiment... On n'est pas encore remonté à la moyenne là, de 50 violations par jour qu'on avait atteint à un moment, mais bon, ça va vite remonter, quoi. Ouais. Ce sont des tirs qui ont touché 23 localités de la République. En République populaire de Lugansk, sur la semaine écoulée, il y a eu 9 violations du cessez-le-feu et 320 obus d'artillerie ou de mortier tirés par l'armée ukrainienne. Donc là aussi moins que la semaine passée, mais enfin ça reste quand même assez... Il y a eu beaucoup moins de violations du cessez-le-feu, mais le nombre d'obus par contre n'a pas été divisé autant que le nombre de violations. Ouais, ouais. Ils ont plus concentré. Tu vois, au cours d'une violation, ils en ont lâché beaucoup plus. En République populaire de Donetsk, les tirs les plus lourds ont touché cette semaine Zaitsevo, Gorlovka, Shirokaya Balka, Dolomitnoye, Krutaya Balka, Yasinovataya, toujours les mêmes, Vassilievka, Viesoroye, Spartak, Jabitchevo, Dokuchaevsk, Nikolaevka, Belayakamenka, Komintarnovo, Sosnovskoye, Leninskoye, Oktyabr, Sakhanka, Biezimenoye, Dzerzhinskoye, Kulikovo, la zone de l'aéroport, ainsi que les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk. En RPD, ces tirs ont fait 2 morts et 5 blessés parmi les soldats. Pas eu de victimes civiles et il n'y en a pas eu non plus en République populaire de Lugansk. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 6 habitations en RPD et le 20 avril, ces tirs ont touché aussi des lignes électriques. Résultat, 5 localités près d'Avdeïevka ont été privées d'électricité et depuis cette nuit, la station d'épuration de Donetsk aussi, pour faire de bonnes mesures. Pour faire toutes ces saloperies, les unités des forces armées ukrainiennes se cachent sur le territoire de la coquerie d'Avdeïevka. Donc je rappelle l'usine qui regorge de produits chimiques et qui est alimentée en électricité par ses propres générateurs. Bien entendu, pour le moment, impossible d'obtenir un accord de cessez-le-feu pour mener les travaux de réparation. Donc la station d'épuration est toujours à l'arrêt. Ça montre que les autorités et l'armée ukrainienne, ils en ont rien à foutre de la population civile. Je pense que si on a besoin d'une preuve... Oui, parce que là, c'est une pénurie d'eau, et puis c'est donc, par définition, un crime de guerre. Et il est sévère, celui-là. Et bon, quand on voit l'accumulation d'armes lourdes près de la ligne de contact opérée par l'armée ukrainienne, on voit bien qu'il y a une préparation pour une offensive, puisque l'OSCE a enregistré l'absence de pas mal d'armes, aussi bien en face de la République populaire de Donetsk qu'en face de la République populaire de Lugansk. Face à la RPD, c'est 153 pièces qui sont manquantes. Oh. 153, là, je crois qu'on ne doit pas des records. Oui. Dont 50 obusiers Akatia de 152 mm, 38 obusiers MSTAB de 152 mm, 6 obusiers D20 de 152 mm, 8 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 10 obusiers D30 de 122 mm, 26 mortiers de 120 mm, 8 lance-roquettes multiples BM21 grade, donc du 120 mm, je rappelle, et 7 chars d'assaut. Et face à la République populaire de Lugansk, c'est 138 pièces qui sont absentes.
You. 10 lance-roquettes multiples PM21 grade, 8 obusiers Jetson B de 152 mm, 20 canons automoteurs Acacia de 152 mm, 18 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 12 obusiers automoteurs D30 de 122 mm, 26 mortiers de 120 mm, 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 32 chars d'assaut T-64 et T-72. Voilà. À ce train-là, en fait, le plus rapide, ce serait même de faire le comptage de ce qui reste dans les stocks, hein, parce que Ouais. depuis le temps, je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose. Hein. Oui, et il doit rester vraiment que les machins qui marchent plus, je crois. Oui, et encore. Hein. Encore. Pour être transformé sur place en armement primitif, comme la roquette. Ah ouais, les obus de mortier trafiqués, Oui. montés sur des tubes de lance-roquettes, ouais. C'est ça, Mm. absolument. Euh, Hallucinant, hallucinant. Donc voilà, là, au total, ça nous fait quand même, si on met les deux chiffres côte à côte, quasiment 300 pièces d'armement qui sont donc sur le front, en violation des accords de Minsk. Ah, oui. On attend toujours les déclarations outrées de l'OSCE pour réclamer leur retrait. Hein. Mais parce que là, c'est pas marginal. Hein. Je veux dire, on est dans le massif. C'est pas 3 canons et 2 chars d'assaut, là. C'est quand même 300. Il y a quand même 300 pièces qui devraient être dans les stocks et qui sont sur le front. Donc, ça n'a rien de négligeable. Et au niveau attaque Enco, bien sûr, l'armée ukrainienne continue, puisque avant-hier, dans la zone de Shirokaya Balka, un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien a tenté de pénétrer sur le territoire de la République populaire de Donetsk. Les unités de reconnaissance des RPD les ont vus faire, n'ont pas ouvert le feu. Je crois qu'ils avaient compris à quoi ils allaient assister. Ouais. Puisque lors de leur avancée, cette bande de débiles a déclenché une mine de leur propre champ de mine. Ah oui, c'est pied nickelé, hein. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Résultat, ils ont eu 1 mort, 3 blessés. Et les autres, évacuant à la hâte leurs comparses, ont tiré vers les positions de l'armée des RPD pour faire tir de barrage avec armes légères, lance-flammes, lance-grenades. Bien. Ouais. Alors le plus drôle, ça a été qu'initialement, le jour même, donc le porte-parole du ministère de la Défense ukrainien admettait tout juste un blessé. Donc ils reconnaissaient qu'ils avaient tenté un truc et que ça avait merdé. Et dès le lendemain, l'existence même du groupe de sabotage reconnaissance était carrément niée. C'est genre, non, ça n'a pas existé. Hein. Je cite, cette information n'est pas vraie. Ah ouais. Alors, moi j'aimerais savoir d'où viennent les armes que les soldats de la RPD ont récupérées. Parce que les autres, quand ils sont enfuis comme des lapins, ils ont lâché leur armement, hein, bien entendu. Et donc ils ont laissé plein de trucs derrière eux. Hein, Ah bah écoute, c'est des tocards, hein. Il y a que... Enfin, quand je dis des tocards, je pense que... Ils sont tocards, ça c'est net, clair et précis, mais probablement sous l'effet d'un captagon quelconque, hein, d'une drogue, ou parce que là, c'est voilà. Mais bon, si ce groupe de reconnaissance a pas existé et que l'attaque n'a pas eu lieu, j'aimerais qu'on nous explique comment on a récupéré l'armement. Hein. Oui, c'est clair. Il n'est pas apparu dans les mains des soldats de la RPD par l'opération du Saint-Esprit quand même, hein, donc faut un petit peu arrêter les conneries. Hein. Donc, en République populaire de Lugansk, la grosse crainte, c'est celle d'une provocation de grande ampleur suite à l'arrivée de 200 containers suspects sur le territoire de la station électrique à charbon de Chastinskaya, qui se trouve dans la zone occupée par l'armée ukrainienne de l'oblast de Lugansk. Le lendemain de cette arrivée de containers, il y a eu une déclaration assez étrange du chef du département du développement régional, de l'industrie, des infrastructures et de l'énergie côté ukrainien, hein, M. Sergueï Chelest, qui a déclaré que la RPL cesserait complètement de recevoir de l'électricité depuis l'Ukraine à partir du 25 avril à minuit. Donc là, ils ont fait un peu la connexion entre les deux points, et là, les autorités de la RPL sont en train de se dire que la station étant vraiment ancienne, le matériel est usé à plus de 80%, et faute de charbon pour pouvoir continuer à la faire tourner, ils ont un peu peur que les autorités ukrainiennes aient décidé de la détruire et d'en faire porter le chapeau à la RPL. Ah oui. Donc ça sera assez bien dans le genre, hein, quand même. Hein, donc, de toute façon, ils ont été capables de tout jusqu'à présent, alors après... ou presque tout. Il n'y a plus rien qui nous étonne. Lundi dernier, donc on a été à Zaïtsevo suivre une distribution de gâteaux de Pâques, puisqu'ici c'est la tradition de distribuer des gâteaux spéciaux qui sont faits pour Pâques. D'accord. Ils sont super bons. Et donc on a pu discuter avec les soldats, hein, de ce petit village qui est quand même constamment bombardé. On a pu voir les dégâts des bombardements récents.
Et on a pu voir aussi les charmants messages que l'armée ukrainienne envoie sur les obus de mortier. Ah oui. Qu'ils envoient sur les positions de l'armée de la RPD. Celui-là, il avait été envoyé le jour de Pâques. Hein. C'est juste pour donner un peu le contexte. Hein. Donc, dimanche de Pâques, voilà le genre de saloperie que l'armée ukrainienne écrit sur les ailerons des mortiers qu'ils envoient. Les Russes doivent être pendus. Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeune frère. L'Ukraine vaincra. Ça fait plaisir. Ouais. Ils ont encore des illusions. Malgré leur cynisme, malgré leur infecte criminalité, ils ont encore des illusions. Bah écoute, hein, ça retiendra chaud. Bah oui. Au niveau accumulation, il n'y a pas que l'armement qui s'accumule sur le front, puisque les services de renseignement de la RPD ont vu arriver récemment dans la zone grise environ 300 experts militaires étrangers qui viennent là en tant que snipers et instructeurs de groupes subversifs. Ah oui. Hein, on rappelle que plusieurs pays, dont la Lettonie et le Canada, se cachent même pas du fait qu'ils envoient leurs soldats en Ukraine. Ça servira à ça. Hein. Je laisse chacun tirer sa conclusion sur l'implication réelle de l'OTAN dans le conflit. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus que 11 instructeurs canadiens qui vont repartir dans des sacs à viande dans l'avenir proche. Oui, s'ils finissent pas dans l'aréna, comment ça s'appelle dans le Donbass Arena. Oui, pour... Il a réouvert, ça y est, il a réouvert. Ah bah voilà, comme ça il suffira d'y installer un tribunal, et puis voilà. Comme ça, on passera tout le monde, tous ces gens-là. Ah non, parce que là... C'est magnifique. Non, mais je dis qu'ils essaient encore de faire des masterclass, là, les Canadiens. Je pense que ça va être très drôle. Ouais. Ça promet du spectacle. On va pouvoir sortir le popcorn, le tabouret et la bière. Les Canadiens, ça vient du fait qu'il y ait beaucoup de... Parce que comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale... Il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont réfugiés au Canada. Il y a une très forte diaspora ukrainienne au Canada. Donc ça n'a rien d'étonnant. Même d'ailleurs beaucoup d'hommes et de femmes politiques en Ukraine, y compris la ministre actuelle des Affaires étrangères, Kristina... C'est quoi son nom de famille? C'est sûr Kristina. Ils ont des ancêtres ukrainiens. D'accord. Ouais, il y avait même un ancêtre nazi ukrainien d'ailleurs. C'est-à-dire que... Il y en a probablement une partie qui sont partis d'Ukraine précisément parce que les nazis avaient pris la raclée. L'URSS avait gagné, et donc il fallait mieux pas qu'ils restent en Ukraine. C'est ça. Voilà. Mais bon, même avec l'aide de ces soldats étrangers qui arrivent dans la zone de conflit, il y a toujours un petit problème de remplissage des unités ukrainiennes. Oui. Le taux de remplissage de 95% affiché par le ministère de la Défense ukrainien pour la zone de l'OAT est assez proche de la réalité, mais en fait, il faut regarder de plus près. Tu sais, c'est comme les chiffres du chômage, tu sais, où il faut regarder le petit astérisque sur la catégorie qui est concernée. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis plusieurs mois, à cause du manque de volontaires, l'armée ukrainienne recrute massivement des femmes pour le service militaire sous contrat. Et alors, pas seulement pour servir de médecin, d'infirmière ou de secrétaire, comme dans le passé. Mais comme tireur, genre sniper, mitrailleur, voilà. Donc, mais en fait, le problème, c'est que la plupart de ces recrues n'atteignent jamais les unités qui sont sur le front. Elles restent au quartier général où elles touchent leur paye, elles reçoivent leur carte de membres d'opération antiterroriste. Et puis, c'est tout. Et celles qui arrivent finalement dans une unité sur le front, généralement provoquent des bagarres d'alcooliques, avec les pertes afférentes, ou alors se font violer, comme récemment dans une unité, suite à une véritable beuverie collective. Ouais. Forcément, avec des néo-nazis sur le front, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Oui. Moi, j'avais une journaliste française qui était venue ici, qui s'était vue proposer par un de ces bataillons, genre Azov ou Haïdar, de passer du temps avec eux sur le front, mais le commandant lui avait dit qu'il ne pouvait pas garantir sa sécurité, tu vois. Moi, j'ai passé 2 jours sur le front avec les soldats de l'RPD. Déjà, ils picolent pas. Il n'y a pas une goutte d'alcool. Et sécurité totalement garantie. Je peux t'assurer qu'il n'y en a pas un qui s'est mal comporté ou mal tenu. Ça n'existe... Non, ça c'est même pas toléré.
Donc ici, oui, une femme journaliste peut venir passer plusieurs nuits avec les soldats sans risque. Il n'y a aucun problème. Alors, de l'autre côté, tu vois, c'est pas vraiment garanti. Hein. Non. Ouais. Bah, avec les néo-nazis, forcément. Voilà. Et puisqu'on parle de perte de l'armée ukrainienne, avant-hier, Poroshenko a annoncé que pour 2017, 69 soldats des forces armées ukrainiennes étaient morts et 420 blessés dans la zone de l'OAT. Mais sauf qu'en 2017, pour le moment, les pertes des forces armées ukrainiennes sont déjà au moins de 75 morts et 507 blessés. Ce qui veut dire qu'il y a 6 morts et 87 blessés qui sont miraculeusement disparus. Et rien que le 18 avril, d'après les sources officielles, un soldat des forces armées ukrainiennes est mort, sauf que le même jour, il y a eu 15 blessés admis à l'hôpital d'Odessa et 6 corps ont été amenés à la morgue de Dnipropetrovsk. Je crois qu'ils ont un petit stud dans les chiffres là. Ouais. Putain. Ils sont en train de remplir les anciennes mines de charbon de ça va être corps. sympa quand il va falloir nettoyer, hein, je te raconte pas. Hein. Ouais. Et là, on parle que des pertes lors de combat. Oui, on parle même pas des pertes hors combat. Ah bah. Parce que ces pertes hors combat, elles sont déjà, on en a déjà plus de 400 pour 2017. Morts et blessés. Hein. Bah, sous l'effet de l'alcool, on comprend très bien ce qui peut se passer avec un type qui a un fusil mitrailleur dans la main. Oui, ou des explosifs, ou des grenades, ou tout ce que tu veux. Oui, ça c'est clair. Si on regarde tout ce qui est... là, c'est surtout l'OSCE, hein, au niveau accord de Minsk, ça patauge toujours. Donc, ça pas grand-chose d'épiloguer dessus. L'OSCE, alors on a un petit point positif et 2 points négatifs concernant l'OSCE. Le point positif, c'est que l'OSCE sert enfin quelque chose en République populaire de Lugansk, puisque l'organisation a démenti des allégations ukrainiennes sur un soi-disant bombardement de Stanitsa Luganskaya qui servait à l'Ukraine à justifier que on ne peut pas retirer notre armement prévu par le nouveau cessez-le-feu parce qu'il y a eu des tirs. Bon, l'OSCE a confirmé que ce que disait le représentant de la milice populaire de la RPL, hein, qui disait que il n'y avait pas eu de bombardement, hein, que c'était un truc imaginaire, hein, vu que ça avait été enregistré par personne, ni le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, ni l'OSCE. Donc bon, comme quoi de temps en temps, à force de leur taper dessus, ils se mettent enfin à travailler un peu. Mais bon, pour le reste, leur travail, ça reste quand même toujours de la merde. On avait parlé la semaine dernière de cet énorme cratère. Oui. Hein, de plus de 3 mètres de profondeur pour plus de 10 mètres de diamètre, hein, qui avait été laissé par une roquette de... J'avais mis une photo d'ailleurs, une photo qui m'avait passée. Ouais. On voyait très très bien. Hein, bon. Donc ça avait été laissé par une roquette d'ouragan, dont je rappelle le calibre, 220 mm, près de Leninskoye, hein, dans le sud de la RPD. Bon, bien sûr, les observateurs de l'OSCE sont venus, hein, parce que bon, là... pas cacher ça sous le tapis, un truc comme ça quand même. Ah bah non. Hein, voilà. Donc ces fameux observateurs sur lesquels Alexander Hoog, leur chef, ne tarit pas d'éloges, hein, en disant qu'ils sont les plus qualifiés et pourvus du meilleur équipement pour observer et examiner. Je te jure, il a sorti ça. Ils sont qualifiés peut-être pour soulever le coude au banana café, peut-être. Ça doit être ça. Parce que bon, ils sont venus, ils ont rendu leur rapport et ils ont réussi à nous pondre. Tiens-toi bien. Non, mais, comme conclusion, que ce cratère avait été provoqué par un obus de 152 mm. D'accord. Tu parles d'un expert, toi. Donc plus de 152 mm. Alors Bassourid a demandé ouvertement de quel genre de compétences et d'équipement on parle concernant ces observateurs. Parce qu'il a dit que même sans examen minutieux, quand même, c'est clair qu'un tel cratère ne peut être provoqué que par des projectiles d'un calibre supérieur à 200 mm. Ouais. Hein, bon, c'est comme l'obus de 152 qu'ils avaient qualifié de mortier dans le jardin de cette babouchka à Kubichevski. Hein, ça reste dans la lignée du on essaye toujours de minimiser les calibres. Absolument. T'as un toit détruit, ils viennent te dire que c'est une grenade, quoi. Enfin, bon, ou de la Zouchka de 30 mm. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Tout minimiser pour faire passer ça, pour... bientôt, ils vont me dire que ils ont juste jeté une poignée de bonbons, quoi. Hein, ouais, c'est ça, ils ont tiré au lance-pierre. Voilà, c'est ça, exactement. Et alors l'OSCE, d'ailleurs, encore eux, enregistre de moins en moins de choses. Hein, donc actuellement, ils se contentent d'enregistrer les dégâts suite aux tirs. Ouais. Et encore, pas tous. Et concernant le retrait des armes lourdes de la ligne de front dont on parlait, ils font rien, hein, y compris celles qui sont déployées dans Avdeïevka même, hein, genre les chars d'assaut, là, comme sur la jolie photo, là, avec l'autre qui est en train de
papoter gentiment avec les soldats au pied des immeubles civils et des chars. Le SUV blanc marqué OSCE entre les immeubles, juste derrière 2 chars qui sont prêts à... Voilà. Hein, Ouais. donc, pareil pour la présence de soldats des forces armées ukrainiennes sur le site de la coquerie d'Avdiivka. Hein. Alors, c'est un site rempli de produits chimiques, donc je te laisse imaginer le désastre en cas de tir là-dessus. Oui. L'OSCE se cache derrière une soi-disant absence de mandat pour inspecter cette usine privée. Bon, là, si on veut un meilleur exemple du 2 poids 2 mesures de cette organisation, parce que là, non, s'il y a le moindre incident, si cette bande de débiles, parce que c'est clair que l'armée de la RPD ne répondra pas aux tirs qui sont faits depuis ce territoire-là, parce qu'on Bah oui. n'est pas des tarés, hein, quand même, faut arrêter les conneries. Uh-huh. Mais si cette bande de débiles, en manipulant leurs munitions n'importe comment, il faut péter un mortier ou n'importe quoi là-dessus, je te raconte pas. Hein. Là, c'est le désastre écologique et humanitaire assuré. Hein. Là, c'est et l'OSCE, oh ben non, on n'a pas de mandat pour aller inspecter, c'est un domaine privé. Mais va te faire foutre. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. Niveau, on va dire, évolution de la situation des 2 républiques à l'international. La Biélorussie a passé une loi pour modifier les conditions d'admission dans ses universités pour pouvoir accepter des étudiants venant de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk en reconnaissant la validité de leurs documents pour leur dossier d'inscription. Ça, c'est bien, ça prouve que, contrairement à ce que certains peuvent gloser sur la Biélorussie, qui lâcherait la Russie pour l'Occident, Loukachenko, il vient de vous la mettre profond. Hein. Ben, ça prouve qu'il rêve, hein. C'est-à-dire que, évidemment que la Biélorussie va pas aller se mettre dans les pattes de l'Occident. Hein. Son alliance avec la Russie est stratégique, hein. Donc, bien sûr, voilà, bien sûr. Puis bon, je crois que Loukachenko était bien vacciné quand il voit ce qui arrive à l'Ukraine. Oui, c'est clair, oui. Mais il a eu des tentatives de Maïdan aussi, lui. Il y en a encore là actuellement. Hein. Il y a des troubles en Biélorussie actuellement. Ils essayent de le déboulonner. Et la République populaire de Donetsk va aussi renforcer ses relations avec l'Ossétie du Sud, donc une autre république non reconnue à l'international, suite à l'investiture du nouveau président ossète, Anatoly Bibilov, donc qui était jusque-là président du Parlement de la République d'Ossétie du Sud. Donc il a été élu président ce mois-ci, donc il a eu sa cérémonie d'investiture le 21, donc hier. Je peux te couper juste un instant, il faut rappeler, l'Ossétie du Sud, c'est la partie qui avait été attaquée par l'armée géorgienne en 2008. Voilà. Donc c'est une des 2 républiques séparatistes qui se trouvent sur le territoire géorgien, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc l'Ossétie du Nord se trouve en Russie, dans la sein de la Fédération de Russie. C'est là où il y avait eu la fameuse tuerie, la prise d'otage à Beslan, dans cette école, qui avait fait beaucoup de morts. C'est vrai qu'à l'époque de l'URSS, c'était pas gênant ce découpage administratif avec l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord qui étaient dans 2 pays différents, c'était pas grave, c'était l'URSS. Mais suite à l'effondrement de l'URSS, ces 2, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ont refusé en fait de faire partie de la Géorgie et ont fait sécession. Un peu comme la Transnistrie aussi, c'est un peu la même période. Et donc, ça fait des années que c'est en conflit avec la Géorgie. Et donc, une mission de maintien de la paix russe sous mandat de l'ONU avait été bombardée là-bas. Donc, la Russie avait obtenu un mandat de force de maintien de la paix là-bas. Et ces forces, ainsi que les civils, avaient été bombardés donc, en 2008 par l'armée géorgienne en pleine nuit pour essayer de reconquérir militairement cette petite république. Donc ça a été un foirage total. L'armée géorgienne a été détruite en quelques jours à peine par l'armée russe. Malgré le soutien de l'OTAN. Et ils avaient aussi le soutien de l'OTAN, hein, comme l'Ukraine, hein, toujours les mêmes connards. Donc depuis, c'est la Russie qui assure la sécurité des frontières de cette petite république, qui a été reconnue par la Russie, mais qui n'est pas reconnue par le reste de la communauté internationale. Donc depuis le début de la guerre ici, l'Ossétie du Sud a fait partie des alliés indéfectibles aux côtés de la Russie et d'autres républiques
qui font partie de la Fédération de Russie, comme la Tchétchénie, qui ont toujours fait partie des alliés indéfectibles de la République populaire de Donetsk et de celle de Lugansk, puisque l'Ossétie du Sud a connu peu ou prou une histoire qui n'est pas semblable, mais voilà, on a quand même vécu un certain nombre de choses communes. Donc Anatoly Bibilov est venu très souvent, je l'ai d'ailleurs croisé à Lugansk lors d'une table ronde à Lugansk. C'est un monsieur absolument charmant qui est venu plusieurs fois ici, donc il connaît bien les deux républiques. Personnellement, il connaît bien Alexandre Zakharchenko aussi, qui a d'ailleurs tenu à le féliciter, ainsi que le peuple ossète pour ce vote. Donc je vais citer Alexandre Zakharchenko qui a accordé une interview à ce sujet à Sputnik Ossétie du Sud. Il a dit « Je tiens particulièrement à féliciter Anatoly Bibilov pour le fait que les gens lui aient fait confiance et lui ont offert l'opportunité de réaliser ses idées concernant le développement de la République. Je suis sûr qu'il réussira et je veux féliciter le peuple de la République d'Alanie, puisque la République d'Ossétie du Sud, il faut le savoir, a adopté le même nom que la République d'Ossétie du Nord, qui est la République d'Alanie, pour justement une future réunification des deux parties en fait, de la République ossète. Donc il a tenu à féliciter le peuple de la République d'Alanie pour avoir élu à la présidence un véritable patriote qui place les intérêts de son peuple au-dessus des siens. De nombreuses heures de communication avec Anatoly Bibilov m'ont convaincu que le pouvoir est avant tout un devoir pour lui. Je suis convaincu que les relations entre nos républiques vont devenir encore plus proches et plus fructueuses puisqu'Anatoly Bibilov connaît personnellement notre peuple. Il nous a rendu visite plusieurs fois durant les moments les plus durs et ne connaît pas seulement l'économie et la culture. Nous avons visité plus d'une fois ensemble la ligne de front. Par conséquent, le président élu de la République d'Alanie connaît notre guerre non par les agences de presse mais directement en tant que témoin oculaire. Donc on avait déjà parlé de plusieurs accords qui avaient été conclus entre les deux République. Et d'après Alexandre Zakharchenko, de nouveaux accords entre la RPD et la République d'Alanie sont en cours d'élaboration et seront signés à l'avenir afin de rapprocher encore plus ces deux républiques non reconnues. Donc, comme avec la Crimée, entre zones ou républiques non reconnues, eh ben, on fait notre petite popote entre nous. Pendant ce temps-là en Ukraine, alors là, par contre, la descente aux enfers continue, c'est de pire en pire chaque semaine. Hein, franchement, je comprends toujours pas qu'il n'y ait pas un troisième Maïdan. Là, franchement, puisque à Mariupol, donc je rappelle en zone de la République populaire de Donetsk occupée par l'armée ukrainienne, la ville est tellement endettée en termes de charges communales, entre autres pour le gaz, ils doivent 31,7 millions de dollars. Ouh, ça fait mal, hein. Voilà. Et puis ils sont incapables de payer la note, bien entendu. Résultat, les habitants de la ville vont être privés d'eau chaude jusqu'à la prochaine saison de chauffage qui commencera que mi-octobre. D'accord. Alors, je vais expliquer pour les gens parce que en Europe, sinon vous n'allez pas comprendre. Ici, la plupart des gens n'ont pas de chauffe-eau individuel. La plupart des gens reçoivent l'eau chaude de manière commune. Collective. Comme le chauffage central. D'accord. Donc les chaufferies fournissent non seulement l'eau chaude pour le chauffage, mais aussi l'eau chaude pour tout ce qui est immeuble, entre autres. On est desservi en eau chaude comme ça. Donc couper l'eau chaude, ça veut dire que les gens sont bons pour se laver à l'eau froide pendant 6 mois. Eh bien. Voilà. 6 mois sans eau chaude, il n'y a pas à dire, c'est beau la vie en Ukraine après la révolution de la dignité. Ah oui, là c'est clair. Hein. Ça, ils ont fait c'est un gain extraordinaire. Hein. Ils ont perdu l'eau chaude. Et puis vu comme c'est parti avec la pénurie de charbon, ils vont perdre d'électricité. Ah, il n'y a pas à dire en 2014, le Maïdan, ça a été une réussite complète. Hein. Ah ouais, ça a été une réussite complète. Hein. Après, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent que Mariupol veuille rentrer à la maison. Oui, tu m'étonnes, oui. Je pense que la reconquête de la ville, ça va être finalement plus facile que prévu, parce que je pense qu'au bout déjà d'un mois ou deux, à se laver à l'eau froide, je pense qu'il va y avoir des coupures d'électricité. Je pense que les habitants de Mariupol seront bien mûrs pour dire, bon écoutez, l'armée ukrainienne, raus, dehors. Oui, sans compter qu'on ne sait pas le comportement, parce que apparemment, il y a pas mal de bataillons néo-nazis là-bas aussi, qui essayent de brimer la population pour justement éviter que elle se soulève. Il y a une répression terrible au niveau de Mariupol. Ce sont les bataillons nationalistes et les fameux bataillons islamistes, hein, donc les bataillons de tchétchénos, islamistos, tatars. Terroristes, quoi. Les terroristes, quoi.
donc qui sont basés principalement à Mariupol. Donc c'est clair que la population dans ce coin-là, moi j'avais entendu parler de charniers, etc. Je pense que le jour où la ville sera libérée, on va faire des découvertes assez immondes. Hein. Donc, ouais, hélas. Donc ça promet, ils vont être contents les habitants de Mariupol. Mm-hmm. On continue sur l'Ukraine. On avait parlé de la défaite juridique de l'Ukraine devant la Haute Cour de Londres, concernant sa dette de 3 milliards de dollars. Elle essaie toujours de faire appel, mais là ils sont un peu dans la merde parce que la Haute Cour de Londres a clairement dénoncé l'inexistence des arguments et des preuves côté ukrainien qui permettaient de justifier de ne pas payer. Donc même s'ils font appel, je vois... Il y a quand même peu de chances que qu'en appel, ça soit différent. Hein. Je veux dire, là, quand tu te prends un verdict comme ça dans la gueule, c'est quand même mauvais. Hein. Bon. C'est un des arguments forts qui pousse à l'idée que la grande offensive va forcément avoir lieu bientôt. Parce que là, ils ont que le mois d'avril, ils ont réussi à faire traîner pour le mois d'avril, mais là, ça veut dire qu'au mois de mai, ils vont devoir payer, donc ça arrive bientôt. Hein. Et en plus de cette défaite juridique-là, l'Ukraine vient d'en subir une deuxième devant la CIJ. On avait parlé de cette fameuse plainte devant la Cour de justice internationale, donc concernant son soi-disant soutien au terrorisme dans le Donbass et à sa discrimination des Tatars de Crimée. L'Ukraine avait demandé des mesures urgentes de la CIJ. Comme à Londres, la Cour... Je les ai envoyés se faire pendre. Oui, aussi. Si tu veux. Ils ont clairement dénoncé le manque de preuves, surtout la partie soutien au terrorisme dans le Donbass. Alors là, c'était inexistant. Mais alors, donc là, déjà, tout ce morceau-là, déjà, il a complètement sauté. Seul le morceau sur l'éventuelle discrimination contre les Tatars et la langue ukrainienne en Crimée a pour l'instant été gardé, mais ils vont enquêter dessus, ils sont juste en train de dire à la Russie, oui, faut pas discriminer les Tatars et leurs organisations représentatives, mais il n'y a pas encore de décision finale qui a été rendue. Vu que là, en plus, même les Tatars de Crimée viennent d'afficher ouvertement leur soutien à Vladimir Poutine et à la Russie, je pense que ça va tomber comme un château de cartes aussi. Et surtout, cette cour a dénoncé, donc seulement le manque de preuves de la partie ukrainienne en disant votre dossier il est vide, quoi. Et ils ont même dénoncé un procès purement politique. Donc je cite la décision de la CIJ. Le principal, sinon le seul objectif de l'Ukraine n'est pas le règlement de quelques litiges politiques, mais la recherche d'une raison pour attaquer la Russie devant la cour. Merci. Ouais. Il y a encore une justice qui existe dans ce bas monde au sein de l'ONU. Parce que je crois qu'il est difficile de dire plus clairement les choses de façon diplomatique. Il a fallu que la procédure soit à ce point clairement un procès politique, enfin une tentative de règlement politique par une cour pour que la cour en question conclue à ça. Hein. Parce que... oui, c'est tellement évident. Enfin, le dossier est complètement vide, ça tient pas la route. De toute façon, je l'avais dit, ça faisait 3 ans qu'ils nous serinent l'invasion russe. Typiquement, c'est cette cour-là qui aurait dû être compétente s'il y avait eu réellement invasion, s'il y avait eu réellement annexion de la Crimée d'un point de vue légal. C'était devant cette cour-là que l'Ukraine aurait dû porter cette plainte-là. Là, ils se sont rabattus sur des espèces de merde, genre soutien au terrorisme et discrimination des Ukrainiens et des Tatars de Crimée. Enfin, la CIJ a pu que se rendre compte, et ça prouve que ces juges-là ont encore quand même 3 sous de jugeote et d'indépendance pour dire mais ça tient pas la route votre machin, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là tu vois bien que ils ont cherché le moindre prétexte juste pour les poursuivre devant la CIJ, faire leur petit baratin. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'au niveau des médias occidentaux, ils ont pas trop. Et ils étaient en train de faire tout leur foin juste avant la décision, y compris les médias ukrainiens. Et puis une fois que la décision a été rendue, quelques médias ukrainiens ont juste parlé de la décision concernant le fait que faut pas qu'ils bribent les Tatars de Crimée et tout. Mais et tout le reste de la décision, passer à la poubelle. Hein, donc bon. Hein. Pendant ce temps-là, Poroshenko, lui, continue de demander de l'argent à l'Angleterre. Donc, il s'est rendu à Londres. Il a essayé d'attirer les investisseurs anglais en Ukraine. Bon, comment lui expliquer qu'il n'y a personne qui a envie d'investir dans le pays le plus corrompu au monde ?
Ah bah, C'est pas- des illusions, encore une fois, hein. C'est Ouais, des illusions. Hein.